comment définir la position actuellement de la plupart de nos astrologues de 2016? Je dirais qu'ils jouent sur deux tableaux. D'une part, ils se veulent dans la modernité, comme dirait Jean-Pierre Nicolas dans les années 70, il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent une discipline qui évolue avec son temps, avec le temps. Et pour eux, l'évolution, c'est d'abord la prise en compte de nouveaux facteurs astrologiques, astronomiques, et c'est aussi éventuellement l'abandon des étoiles fixes, parce que les étoiles fixes n'appartiennent pas à notre système solaire, donc par conséquent, il est de bon temps de ne plus en parler. Mais en même temps, ils sont prisonniers, ils sont les otages d'une tradition fort ancienne, bien que parfois pas si ancienne que cela, dont ils se servent avec plus ou moins de bonheur, qu'il s'agisse du zodiaque, du système des aspects, du système des maisons, du système des domiciles, des planètes. Tout ça est quand même assez lourd comme bagage, lourd de signification, comme dirait Franck Nguyen. Et que peut-on faire sans ces significations, n'est-ce pas, dirait-on? Et là, alors là, on est dans un traditionnalisme qui n'a plus rien à voir avec la modernité. Donc il y a un double discours, il y a un double langage, disons les choses clairement. De même qu'il y a un double langage au niveau de la théorie et de la pratique. Quand la pratique fait problème, on parle de la théorie. Quand la théorie fait problème, on parle de la pratique. Quand la modernité ne suffit pas, on parle de la tradition. Quand la tradition ne suffit pas, on parle de la modernité. Enfin, il y a tout un côté un peu prestidigitateur chez beaucoup de ces astrologues qui, comme on dit, mangent à beaucoup de râteliers. Or, si effectivement on peut observer qu'il y a une astronomie nouvelle, il y a aussi une approche critique des textes qui doit être nouvelle également. La critique biblique est née dans le courant du XVIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1600 et quelques, 1650, 1680. Donc il y a plus de 300 ans que l'on aborde le corpus, la tradition biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament avec de nouvelles exigences intellectuelles. On pourrait en dire autant d'ailleurs de ce que j'appelle la critique nostradamique, qui naît à la même époque, dans les années 1650, notamment avec le dominicain Jean Giffray de Réchac, alias Jean de Sainte-Marie, auquel j'ai consacré un post-doctorat à l'école pratique de hautes études, 5e section, en 2007. Il y a donc un peu moins de 10 ans. Et on pourrait en dire autant d'autres corpus qui sont appréhendés de façon critique par les chercheurs d'aujourd'hui. Donc, quand on nous parle de modernité en astrologie, il faut se méfier parce que cela n'inclut pas la démarche critique actuelle. La façon dont les astrologues appréhendent leur tradition n'est pas à la hauteur des exigences intellectuelles d'aujourd'hui. Disons les choses clairement. Et donc là encore, il y a ce va-et-vient avec d'un côté un ajustement au niveau de la modernité des astronomes. Le dialogue avec les astronomes est finalement, paradoxalement, plus simple. On prend ce qu'ils ont donné, les noms qu'ils ont donnés, les planètes qu'ils ont données, sauf que quand dans le cas de Pluton, quand ils disent que ça les intéresse plus beaucoup, alors là on tique. Bon. Mais le dialogue des astrologues avec la philosophie critique des textes, il est complètement au point mort. On est encore dans une petite apologétique
où il s'agit de défendre, comme on dit, voilà, il faut à tout prix l'astrologie, bec et ongles, n'est-ce pas? Et il n'y a pas du tout, on ne peut pas décortiquer, on ne peut pas dépecer, on ne peut pas découper, tout est indivisible et d'un seul tenant. Alors donc, quand on nous dit que c'est une astrologie qui évolue avec son temps, on ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire, parce que au niveau de la démarche critique, au niveau de l'appréhension des textes, on n'en est pas, on est très très loin du compte. Mais apparemment, les personnes qui disent cela n'ont qu'une connaissance extrêmement faible de ce qu'on appelle l'approche critique des textes, de la textologie, des corpus. Et on sait qu'un corpus est disparate, c'est un canon, c'est fait de plusieurs morceaux, plus ou moins amalgamés, etc. etc. Alors, donc effectivement, il y a l'exemple du religieux qui nous montre bien à quel point les choses sont composites. Mais demander à des astrologues de nous expliquer de la critique la genèse du zodiaque, la genèse des maisons astrologiques, la genèse des aspects, eh bien, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors qu'il y a des travaux, notamment les miens, qui mettent les choses au clair sur la question, montrer que les aspects, par exemple, il y a deux traditions différentes qui se sont combinées, que pour les maisons c'est pareil, que pour le zodiaque c'est pareil, il y a toujours plusieurs traditions qui se sont combinées. Pour le zodiaque, on peut même penser qu'il y en a trois. Il y a celle des saisons, il y a celle des équinoxes et solstices, parce que, etc. Il y a celle des quatre animaux qui correspondent d'ailleurs aux étoiles fixes royales. Et tout ça, ça se mélange, ça se combine, et ça ne fait plus qu'un, parce qu'il y a des commentateurs, attention, alors là, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a des commentateurs qui vous expliquent à quel point, par exemple, le système des aspects astrologiques est parfaitement cohérent, avec les dessins à l'appui. Je pense à Richard Pellard, je pense à André Barbeau, je pense à Franck Nguyen, qui nous expose effectivement la cohérence, le suivi de ces différents aspects, alors qu'en fin de compte, ce n'est pas tenable. Du point de vue critique, ce n'est pas tenable, il y a bien deux traditions différentes qui ne sont pas combinables entre elles, et quand on essaye de les combiner, ça donne quelque chose d'assez hétéroclite. À ce propos, si on doit parler d'hétéroclisme, prenons le cas du zodiaque. Eh bien, nous avons, comme je l'ai expliqué dans une précédente causerie, nous avons quatre animaux, quatre êtres vivants, comme on dit dans Ézéchiel, quatre chayot, quatre êtres vivants, chayim, chayot, qui balisent la structure zodiacale en quatre cadrans. Et ça, c'est un zodiaque primordial, qui n'est pas un zodiaque saisonnier, attention. Et on a rajouté par-dessus le zodiaque saisonnier. Ce qui fait qu'il y a deux discours qui cohabitent avec une promiscuité assez étrange. Parce qu'on a par exemple deux animaux, le bœuf et, entre parenthèses, le serviteur, le Verseau, qui sont des êtres de la domesticité, qui sont des serviteurs. C'est le rat des villes. Et puis deux animaux, le lion et l'aigle, qu'on associe aussi au scorpion, qui sont des animaux sauvages, des animaux barbares. C'est le rat des champs. Alors, là, on a un système extrêmement intéressant que j'ai déjà abordé, que j'aborderai par la suite éventuellement, qui nous donne la tonalité fondamentale. Mais, comme on plaque par-dessus cela les valeurs saisonnières, les activités saisonnières, on a ainsi, par exemple, à côté du lion, on a la Vierge qui fait les moissons, qui correspond à Cérès. Et il n'y a aucun rapport, ni de près ni de loin, entre le personnage de Cérès, le personnage de l'agriculture, qui est justement quelque chose d'extrêmement civilisé, avec le lion qui incarne au contraire l'élément sauvage. Or, on passe zodiacalement du lion à la Vierge. De la même façon, quand on prend les signes d'automne, mais c'est assez compliqué les signes d'automne parce qu'il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais dans la problématique saisonnière, le signe d'automne est le moment où on tue le cochon.
Donc le tue le cochon, là encore, on est dans un animal domestique, comme est domestique le bœuf et le bélier. Parce que tout le système du cycle saisonnier, vu au prisme des livres d'heures et des almanachs, c'est un système rustique, c'est la vie de la société. Il n'y a rien de sauvage dans le système saisonnier. Et donc ces animaux sauvages que sont le lion et l'aigle, ils sont complètement décalés par rapport à ce système. Et donc on a l'aigle ou le scorpion qui cohabite avec ce qui devrait être normalement le cochon, et dont donc qui a disparu. Mais là encore, c'est complètement incohérent. Donc voyez-vous, le système a 4 facteurs, bœuf, lion, bœuf, verso, taureau, lion et scorpion, il est complètement décalé par rapport à la problématique des saisons où on tond le mouton, on tue le cochon, etc. etc. Donc ça ne tient pas debout, ça ne tient pas debout et ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas vendable à la limite. Et puis on a aussi le cas des maisons astrologiques, avec le problème des 4 angles, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, qui est venu cohabiter avec le système des maisons astrologiques proprement dit, qui est un système emprunté à Ptolémée, pas à la théorie des maisons de Ptolémée, mais au discours de Ptolémée sur la méthodologie et le checklist des activités à suivre. Je vous renvoie aux livres 3 et 4 de la Tétrabible. Bon. Et là, on nous parle des différentes activités qui existent dans la vie des êtres humains, notamment le mariage, en tout cas la mort, etc. Alors, comme la mort, comme au départ on avait un système à 8 facteurs et pas à 12, eh bien la mort devait être en réalité en maison 12 ou en maison 11. Mais quand on a rajouté 4 maisons supplémentaires, la mort est passée du 4e cadran au 3e cadran. Bon. Donc elle est passée de la maison 12 ou 11 à la maison 8. Et puis, à partir de ce moment-là, par ailleurs, la maison 7, qui correspond au descendant, a été associée plus ou moins au mariage, parce que le mariage, c'est une problématique importante dans ce système à 4 facteurs, et donc on a le mariage qui est suivi immédiatement en maison 8 de la mort. Tout ça, c'est d'une cohérence absolue. Hein. Et donc, voyez-vous, il y a toutes sortes d'incongruités, de choses complètement incompatibles qui cohabitent. C'est un véritable foutoir, la tradition astrologique. Alors, ayons une approche critique un petit peu sérieuse. Pourquoi? Parce que l'approche critique, elle n'est pas destructrice nécessairement. L'approche critique, elle consiste à décortiquer les choses, à les distinguer, à les différencier. Par exemple, il est clair que pour les aspects astrologiques, on a deux philosophies, 2 dispositifs. Un dispositif à base 4, qui donne 90, qui donne 45, qui divise en 4 tout le périple, tout le trajet des planètes, et puis un dispositif à base 3, qui est à base de sextile, de semi-sextile, et qui divise en 3 ou en 6 le parcours des planètes. Bon. Et alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on avait les 2 dispositifs, alors on a décidé, voilà, eh bien, le dispositif 45-90, on va dire que ce sont des aspects dissonants, et puis le dispositif 60-120, on va dire que c'est des aspects harmoniques, parce qu'il faut bien, puisqu'on a 2 types différents, eh ben on va répartir entre les 2. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune justification à considérer le carré comme un aspect dissonant. Ça ne veut rien dire. C'est simplement au prix d'une espèce de négociation entre 2 dispositifs, peut-être une négociation entre 2 écoles. Alors on a dit, ben on va faire une cote mal taillée, on va prendre ceci et cela, etc. Donc finalement, l'approche critique est absolument essentielle, et on est très en retard dans le milieu astrologique au niveau de l'approche critique. On devrait prendre modèle sur ce qu'ont fait les chrétiens notamment, et ce qu'on fait dans leur approche de leur propre texte religieux, c'est quand même pas n'importe quoi. Et d'une certaine manière, je n'exclus pas qu'on puisse dire que l'astrologie est une forme de religion, qui a sa propre tradition. Eh bien justement, si c'est une tradition et une religion,
qu'elle fasse comme les autres religions, et notamment comme le christianisme, qu'il soit catholique ou protestant, et qu'elle ait une approche critique. Ça n'a pas tué le christianisme d'avoir une approche critique des choses. N'est-ce pas? Alors, d'autre part, on nous dit, oui, vous comprenez, d'une manière un peu condescendante, il n'est pas logique, il n'était pas logique de faire ceci ou faire cela. Vous savez, l'autre jour, quelqu'un m'a dit ça. Votre façon d'approcher les choses n'est pas logique ou n'est pas satisfaisante d'un point de vue intellectuel. Ça. Moi, je leur ai répondu, c'est pas ma façon de voir. Moi, je me contente de décrire, je suis un archéologue, je décris les comportements qui existaient à une certaine époque. Et je considère que ces comportements, ils ont marqué notre inconscient collectif. C'est cette astrologie-là, très ancienne, qui nous marque, et pas les cogitations des astrologues d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que l'astrologie n'est valable que parce qu'elle s'inscrit dans une temporalité, dans une longue durée. Et que les hommes ont été imprégnés par ce système il y a déjà très longtemps, pour des raisons très différentes d'ailleurs, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Donc cette idée, n'est-ce pas, au fond, derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croyance que l'astrologie, au fond, elle est devenue ce qu'elle devait devenir. Hein? C'est une conception un peu marxiste, hegelienne. Guinard a été un peu dans cette direction. Donc finalement, ce que l'astrologie est devenue, devait le devenir. Des planètes nouvelles ont été découvertes, on devait les découvrir. Voilà. Donc on a une sorte de messianisme astrologique qui fait que, comme pour une langue, en fin de compte, l'évolution est normale et que, bon ben voilà, la langue évolue, elle intègre de nouveaux éléments, des éléments techniques nouveaux, etc. Elle se modifie, et bien voilà, c'est très bien. Donc on a comme modèle pour appréhender le corpus astrologique, le modèle linguistique. Bon. Or, le linguiste, alors évidemment, alors là il y a un problème, parce qu'effectivement le linguiste il se trouve dans une situation délicate, comme je le suis moi-même d'ailleurs, parce que à la fois il peut tout à fait avoir une approche critique de la langue, en montrant les emprunts, les déviances, etc. de la langue, mais en même temps, il y a des gens qui parlent cette langue. Et on va pas leur faire changer leur façon de parler. Et c'est un petit peu ce chantage que beaucoup d'astrologues tiennent actuellement en disant eh ben voilà, il y a un peuple d'astrologues qui parlent l'astrologie d'une certaine façon, et au fond, c'est ça qui est important, le peuple a raison, la tradition qui est ancrée dans le comportement, dans le discours populaire est la bonne, et il ne faut pas entendre l'élite qui se prétend modifier les choses, réformer les choses, etc. Donc là, on est en plein dans une lutte des classes, tout à fait caractérisée, qui est un peu aussi celle des femmes et des hommes, d'une certaine manière, des pauvres et des riches. Et voilà où on en est en réalité.